Sur l'occasion d'échanger avec vous, notamment dans le cadre du PLF, dans des conditions un peu folkloriques, puisque vous veniez juste d'être nommé, et puis plus récemment dans le cadre d'une audition commune avec la Commission des affaires sociales sur les études de santé. Nous ne vous avions cependant pas encore accueilli au sein de notre commission pour prendre connaissance de votre feuille de route générale sur l'enseignement supérieur et la recherche, et sommes donc évidemment très heureux de pouvoir le faire aujourd'hui. Au-delà de ces perspectives générales, cette audition est également suscitée par l'actualité particulièrement intense que connaît aujourd'hui votre secteur de compétences sur l'enseignement supérieur privé. Tout d'abord, les pratiques du groupe Galileo ont récemment été dénoncées dans un ouvrage de la documentariste Claire Marchal, déclenchant une inspection interministérielle des établissements privés lucratifs. C'est un sujet sur lequel nous sommes à plusieurs moments intervenus, notamment notre rapporteur budgétaire Stéphane Piednoir le fait de manière très régulière dans ses rapports budgétaires. Deuxième élément d'actualité, bien entendu, les attaques menées contre la recherche scientifique par l'administration Trump, mais aussi par votre annonce de l'activation prochaine de la clause de revoyure de la LPR, avec 3 chantiers prioritaires: l'attractivité des ressources en matière de ressources humaines, les modes de financement de la recherche et la recherche partenariale publique-privée. Cette audition promettant d'être dense et riche, je vous propose de l'organiser par séquence. On va faire une innovation puisqu'on va parler de recherche. C'est aussi l'occasion pour nous de faire une innovation plutôt que de pouvoir poser des questions pêle-mêle. On va vous proposer de les séquencer par thème. Peut-être une manière de rendre plus vivants nos échanges. Après vous avoir donné la parole pendant quelques minutes, Monsieur le Ministre, pour vous permettre de présenter les grands axes de votre action à la tête de votre ministère, nous vous interrogerons successivement, d'abord dans un premier temps sur l'enseignement supérieur privé lucratif. Stéphane Piednoir commencera à poser les premières questions. Et dans un deuxième temps, les conséquences de la nouvelle politique américaine sur le secteur de la recherche, et après, bien sûr, dans un dernier temps, toutes les questions qui n'auront pas trait à ces 2 premiers thèmes pourront être posées. Monsieur le ministre, je vais vous laisser sans plus tarder la parole pour votre propos liminaire. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, je suis très heureux de me présenter aujourd'hui devant vous pour répondre à vos questions sur les projets que je porte pour l'enseignement supérieur et pour la recherche aux côtés de la ministre d'État, Elisabeth Borne. Je voudrais d'abord commencer par vous remercier pour votre travail et votre investissement sur ces sujets, dont je n'ignore pas totalement la complexité. Et comme vous l'avez mentionné, Monsieur le Président, cette audition, même si elle est introductive, évidemment vient après les discussions que nous avons pu avoir sur le budget, sur les études de santé, mais aussi sur la proposition de loi contre l'antisémitisme dans les établissements d'enseignement supérieur, pour laquelle nous avons fait, je crois, véritablement œuvre commune sous l'impulsion de votre commission. Tout ceci pour vous dire que nous travaillons effectivement ensemble déjà, et que je souhaite inscrire notre audition du jour évidemment dans cette perspective commune, et qu'évidemment je resterai moi-même et mon cabinet à votre disposition pour poursuivre ce travail que je crois vraiment utile. Alors, mesdames et messieurs les sénateurs, notre société est exposée aujourd'hui à des tensions et des divisions que je n'ai pas besoin de vous décrire en détail. Malheureusement, il suffit d'ouvrir la presse. L'avenir paraît susceptible de basculer d'un jour à l'autre au gré de déclarations intempestives venues des confins de l'Europe ou d'outre-Atlantique. Enfin, des confins de l'Europe, c'est même un peu plus que des déclarations intempestives, ce sont aussi des actes intempestifs. Mais nous aurons l'occasion de revenir ensemble sur la situation américaine qui me préoccupe énormément et qui représente, je crois, un défi inédit pour la France et pour l'Europe. Je crois vraiment que c'est un défi. Ce n'est pas une opportunité, parce que c'est porteur de profonde déstabilisation du monde de la recherche, mais c'est un défi pour notre Europe. Le numérique, qui nous a donné aussi des outils formidables, mais paraît se retourner parfois contre nous à travers la déstabilisation sociale liée à l'utilisation intempestive des réseaux sociaux qui portent leur corde de fake news ou d'absurdité. Des menaces qui pèsent aussi sur notre futur, avec les transformations de notre environnement que nous maîtrisons mal. Et ma conviction, c'est que l'enseignement supérieur et la recherche sont les lieux où se dessine notre chemin entre ces différents écueils ou cette complexité du monde,
À travers l'enseignement, évidemment, nous formons les jeunes appelés à prendre en charge le pays. À travers l'enseignement supérieur, on forme les cadres de demain, on forme les responsables économiques, politiques, sociaux de demain. Et puis, à travers la recherche, nous explorons la multiplicité des possibles, du numérique aux sciences du climat, de la géopolitique au spatial, sans avoir peur de la complexité, de la difficulté, de la complexité, et en essayant systématiquement de mettre de côté les messages simplistes qui sont si souvent véhiculés. Assumer, je crois, la charge de l'enseignement supérieur et de la recherche, c'est regarder chaque jour résolument vers notre avenir, et je citerai Raymond Aron qui nous disait que l'histoire est libre parce qu'elle n'est pas écrite d'avance ni déterminée, comme une nature ou une fatalité, imprévisible, comme l'homme pour lui-même. J'en reviens maintenant peut-être plus spécifiquement à la situation de l'ESR en France. Et plutôt que de m'attarder sur le constat actuel, je voudrais m'attacher à vous décrire l'horizon que je me suis fixé. Ma feuille de route, elle traduit la conviction que j'ai exposée. L'enseignement supérieur et la recherche sont des clés de notre avenir et de notre souveraineté. C'est par là que nous assurons notre capacité à ne pas dépendre d'autrui pour nos intérêts stratégiques demain. Et donc, c'est très clairement souveraineté et jeunesse, les deux lignes, les deux mots-clés que j'essaye de fixer pour l'horizon de l'ESR sur les prochaines années. Je souligne le fait que la question de la souveraineté et ce mot n'est pas un mot qu'on utilise usuellement ou habituellement dans le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche. Je pense qu'il n'aurait pas été prononçable il y a quelques années encore au sein des laboratoires ou au sein des universités, et que nous le portons aujourd'hui avec force. Et je voudrais souligner le fait que nos collègues dans les laboratoires et dans les universités je n'ai jamais eu de réaction négative autour de ce mot. Je parle de souveraineté nationale, de souveraineté européenne. Et je crois que ce sont des sujets qui sont aujourd'hui, au-delà des clivages politiques de tout un chacun, qui sont aujourd'hui portés par la majorité, la plupart des collègues dans nos laboratoires. Souveraineté et jeunesse, donc ces deux mots-clés qui ont vocation, je crois, à s'inscrire aussi dans nos territoires, sans lesquels, vous le savez bien, mesdames et messieurs les sénateurs, rien de durable n'est vraiment possible. Et je reviendrai sur cette question de l'inscription de l'ESR dans les territoires. Construire notre avenir n'est possible que si nous donnons les moyens de l'anticiper. Et en cela, nous mettons en place, nous poussons des agences de programme qui doivent jouer un rôle, je crois, incontournable dans le monde qui a changé. Vous savez que ces agences de programme, elles sont positionnées, il y en a 7 ou 8 qui sont sur les grands sujets, qui sont les sujets clés de transformation de nos sociétés aujourd'hui. L'énergie, le climat, le numérique, le matériel, la microélectronique, l'espace, la santé. Et ces agences de programme, derrière, elles jouent, je crois, elles doivent jouer d'abord un rôle clé autour de la programmation, c'est-à-dire qu'elles doivent, puisqu'on assume de plus en plus le fait que nous avons à la fois une recherche libre, très, pardon de l'anglicisme, mais très bottom-up, c'est-à-dire qui vient des laboratoires, qui vient des chercheurs, qui est vraiment portée par la communauté scientifique et qui émerge comme elle peut émerger avec ses mécanismes internes propres. Et puis, à côté de ça, des orientations qui sont portées par les agences de programme, qui sont des enjeux nationaux ou européens, qu'on assume de manière extrêmement claire, et on doit écrire une feuille de route autour de ces grands enjeux, feuille de route de recherche, qui doit être portée par ces agences de programme qui ont été créées, qui fédèrent les acteurs, et qui doivent évidemment s'articuler avec le monde de l'entreprise, le monde de l'innovation. Et donc, c'est bien ça l'enjeu, hein, donc à la fois vraiment une recherche libre académique assez traditionnelle et en même temps de grands enjeux verticaux assumés. Donc ces priorités stratégiques dans les sciences dures que j'ai mentionnées comme dans les sciences humaines et sociales sont essentielles. Nous devons, au sein de ces grands enjeux, quand je prends par exemple les enjeux de l'énergie, ça ne veut pas dire qu'on travaille sur l'énergie en général, ça n'a pas de sens. Il faut assumer des choix pour éviter du saupoudrage de moyens, et agir de façon efficace pour la recherche. Défendre l'enseignement supérieur et la recherche, au-delà de cette question, de cette organisation où une part de verticalité est clairement assumée, défendre l'enseignement supérieur et la recherche, c'est aussi défendre les valeurs.
et nous ne pouvons pas transiger avec les libertés académiques. C'est un enjeu qui est absolument essentiel. Nous ne pouvons pas accepter que des discours haineux viennent empêcher ou restreindre la liberté académique. Cette liberté académique, elle est elle-même bornée évidemment par la loi. Évidemment, les actes de violence, les actes racistes, les actes antisémites, les violences sexistes et sexuelles, toutes ces choses-là, évidemment, bornent cette liberté académique, évidemment, mais elle reste essentielle et il faut que nous soyons capables de discuter, de parler de tout au sein des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, dans un environnement qui est un environnement où la contradiction doit pouvoir être portée et doit pouvoir être assumée, mais ça veut dire qu'il faut bien qu'on ait un dialogue, ça veut dire qu'on peut parler, pour dire les choses de manière encore plus claire, il faut pouvoir parler du conflit israélo-palestinien dans les établissements d'enseignement supérieur, j'en suis profondément convaincu, mais la manière d'en parler est essentielle, c'est une manière où on doit pouvoir échanger, on doit pouvoir discuter, avoir des points de vue contraires qui s'affrontent, et évidemment pas simplement des discours qui sont des discours manichéens qu'on peut voir émerger ici ou là. Voilà, sur ce dernier point, je tiens d'ailleurs à saluer le travail de la proposition de loi de messieurs Pierre-Antoine Lévy et Bernard Fieller, évidemment, qui ont été adoptés, je vous le rappelle, à l'unanimité au Sénat en février et qui sera examiné le 6 mai prochain à l'Assemblée nationale. C'est un enjeu essentiel. Je ne veux pas être trop long, mais je voudrais juste rappeler que pour nous, dans cette proposition de loi, il y a un dispositif vraiment clé, qui est que nous pourrons, quand on aura des commissions de discipline qui se réunissent dans les établissements, à la demande du président de l'université ou du président de l'école, nous pourrons déporter ces commissions disciplinaires pour qu'elles se tiennent sous l'autorité du recteur, avec donc un dispositif spécial qui permettra d'avoir un débat qui sera plus serein. Donc à la fois on respecte pleinement les libertés académiques puisque c'est bien un choix de l'université et en même temps on aura une capacité d'aller vite et de manière professionnelle. Donc je pense vraiment c'est une excellente proposition. La défense des valeurs, évidemment, elle passe aussi par un effort spécifique en faveur des femmes, encore trop peu nombreuses à s'engager dans les filières sélectives et en particulier dans les sciences dures et les formations d'ingénieurs. Je vous invite à aller dans des laboratoires du numérique ou dans des écoles d'ingénieurs. Effectivement, la part des femmes est très très faible et il faut absolument se saisir de cette question. Pour remplir leur mission, l'enseignement supérieur et la recherche doivent s'en donner les moyens et la loi de programmation recherche a été le principal véhicule pour les garantir. Je voudrais rappeler que depuis le début, elle a permis d'injecter quand même plus de 6 milliards d'euros dans le système. Depuis 2020, à la fin de l'année, ça fera 6 milliards d'euros. Donc, ce n'est pas quand même complètement négligeable. Ce n'est pas l'épaisseur du trait du tout. Je rappelle très rapidement que ça a permis d'augmenter significativement la rémunération des enseignants-chercheurs, en particulier des jeunes, de garantir qu'on n'embauchait pas de jeunes chercheurs en dessous de 2 SMIC, de mettre des régimes indemnitaires alors qu'ils n'existaient quasiment pas avant dans le monde de l'enseignement supérieur, de faire un certain nombre de chaires professeurs juniors, de développer des équipements, etc. etc. Donc vraiment, voilà. Je veux souligner la qualité du travail d'évaluation mené par votre commission sur la mise en œuvre de la loi de programmation recherche sous l'impulsion des rapporteurs Laure Darcos et Stéphane Piednoir. Et la loi, comme vous le savez, prévoyait une clause de revoyure et j'ai souhaité l'activer car, Monsieur le Président, c'est devenu nécessaire, je crois, de redonner une trajectoire claire à l'enseignement supérieur et à la recherche, en particulier dans l'environnement qui a radicalement changé. Je ne suis pas, pour être totalement clair, je ne suis pas tellement en train de réclamer... si nous arrivons à avoir une nouvelle trajectoire budgétaire encore plus ambitieuse que la précédente, je serais évidemment ravi, mais je crois que le sujet numéro un, c'est à la fois de réaffirmer cette trajectoire, qui, je vous le rappelle, est quand même très ambitieuse pour les finances publiques. Dans les prochaines années, ce sont 500 millions d'euros de marge chaque année dans les 5 prochaines années. Donc, c'est des augmentations très significatives. Mais au-delà de ça, c'est aussi simplement réaffirmer les priorités de la loi de programmation recherche dans un environnement international qui a radicalement changé. Et donc, évidemment qu'il faut rouvrir cette loi simplement pour discuter du contenu et des priorités contenues du nouvel environnement auquel nous avons affaire. Il faut qu'on progresse aussi, il faut qu'on continue à progresser en termes d'attractivité, il faut qu'on simplifie le système de financement de la recherche. En particulier, je tiens vraiment à ce qu'on mette fin au recours systématique aux appels d'offres dans le monde de la recherche en particulier.
La recherche doit se faire à la fois par des appels d'offres. Ça, c'est l'Agence nationale de la recherche et c'est les appels européens type ERC. C'est très bien, c'est important qu'on fasse ça, etc. À côté de ça, il faut que les organismes et même, pourquoi pas, les universités assument leur programmation au travers de choix. On leur donne des crédits, c'est pas pour les saupoudrer à travers des appels d'offres, c'est bien pour assumer des choix. Quitte à faire des erreurs, évidemment. Je veux dire, quand vous faites des choix, vous faites des erreurs, mais pas simplement en se cachant derrière des appels d'offres qui sont simplement arbitrés au prorata du nombre de publications. C'est comme ça que ça marche. Hein, pardon. Donc ça, bon, je veux dire, un jury se réunit, il regarde combien il y a de publications, et en fonction du... Bon, bref, je suis en train de m'égarer. Mais bon, donc on ne peut pas tout faire fonctionner comme ça. Je veux dire qu'une partie fonctionne comme ça, c'est très bien, mais on a aussi besoin, à côté de ça, d'assumer des choix. Voilà, je voudrais enfin mentionner que le ministère, c'est le ministère de toute la recherche, publique comme privée, et je veux accompagner le mouvement en particulier de hausse de l'investissement privé. Vous savez que nous sommes un peu en retard sur la DIRDA, c'est-à-dire l'investissement recherche de l'État. On est un peu en retard par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés. L'industrie est très en retard aujourd'hui en France sur ces sujets-là, et il faut absolument qu'on se mobilise. Et je pense que ça signifie probablement interroger les dispositifs existants qui n'atteignent manifestement pas leur cible, y compris le crédit d'impôt recherche. Je n'ai pas du tout pour ambition de réduire le montant du crédit d'impôt recherche ou d'avoir une attitude dogmatique sur cette question-là, parce que je pense qu'il a aussi ses vertus en termes d'incitation, etc. Et ce n'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est simplement de voir si on peut, au sein de ce dispositif, ne pas adapter un certain nombre des dispositifs qui font le CIR aujourd'hui pour encourager plus fortement qu'aujourd'hui la recherche partenariale et la passation de contrats entre établissements privés et établissements publics. J'ai mentionné la question des territoires et je m'arrêterai à ce dernier sujet qui est essentiel. J'ai mis la relation au territoire au cœur de mon action. Dès mon arrivée, j'ai reçu les représentants des élus locaux. J'étais d'ailleurs la semaine dernière devant l'Assemblée des élus locaux pour l'enseignement supérieur et la recherche. Les besoins des territoires, je pense qu'ils doivent être la boussole qui nous guide dans la définition des cartes de formation pour donner de réelles perspectives d'études et d'emploi aux jeunes. Il y a un enjeu de continuité entre le Bac-3 et le Bac+3 sur les territoires qui est essentiel. Je crois profondément au fait que l'université doit offrir partout dans le territoire des formations sur tous les domaines. Et je pense que nous devons viser comme objectif que tout enfant, tout jeune qui a envie de se projeter dans des études supérieures pour être philosophe ou astrophysicien, il doit pouvoir trouver une réponse dans son territoire, c'est essentiel. Mais l'essentiel des jeunes aujourd'hui ne se projette pas sur des métiers qui sont définis par le monde académique. Ils se projettent dans des métiers, très concrets. Et ils se projettent dans des métiers qui débouchent dans leur territoire. Et il faut qu'on soit capable de répondre à ça, répondre à ce besoin des familles plus efficacement. Alors, je sais que le mot adéquationnisme est parfois honni au sein de la communauté de l'enseignement supérieur et de la recherche. Je ne l'utiliserai pas, mais enfin, il faut quand même qu'on tienne compte profondément des réalités de terrain, des bassins d'emploi des territoires, pour organiser la carte de formation du premier cycle, tout en laissant à côté, évidemment, le monde académique avec la possibilité de faire d'autres choses. Et donc, vraiment, c'est un enjeu majeur, et c'est pour ça que je souhaite vraiment très profondément qu'on retrouve autour de la table, chaque année, au moment où on décide des financements des établissements, à la fois l'État, les universités et les établissements d'enseignement supérieur, mais aussi les régions, pour qu'on puisse annuellement discuter des enjeux budgétaires et de la stratégie tous les 5 ans. On va dire se retrouver ensemble aussi tous les 5 ans pour définir les enjeux stratégiques. Et nous expérimenterons ça, nous ferons, plutôt que le mot expérimentation, nous ferons une première vague d'établissements qui seront les établissements de la région PACA et les établissements de la région Nouvelle-Aquitaine, dès cette année. Donc, et les budgets seront arbitrés non plus en reconduisant les budgets des années précédentes, comme c'était fait depuis maintenant très longtemps, ni en utilisant un modèle mathématique ou une feuille Excel, mais bien dans une discussion, entre guillemets, au premier euro sur les enjeux, sur les besoins des uns et des autres,
sur la capacité à se projeter. Et pour moi, c'est ça véritablement l'autonomie. Et c'est aussi le moyen d'avoir cette discussion forte avec les territoires. Et je voudrais, et c'est vraiment un tout dernier mot, dire que dans ces questions-là, il y a évidemment aussi la question de la propédeutique. Vous entendez le Premier ministre qui croit vraiment à ces enjeux-là, et je crois qu'effectivement, ça répond à un besoin fondamental. Nous avons de plus en plus de jeunes dans les établissements d'enseignement supérieur qui arrivent et qui sont peu ou mal formés. Et quand vous avez des bacheliers professionnels qui veulent faire une licence de droit, eh bien, je suis désolé, mais aujourd'hui, le système que nous avons et qui existe, il permet aux bacheliers professionnels de faire une licence de droit. Il nous force même quelque part à les inscrire. Et nous savons qu'en pratique, le taux d'échec est massif. Massif. Les bacheliers professionnels, la réussite, enfin, avoir une licence, le taux de succès pour les bacheliers professionnels pour une licence est de l'ordre de 5%. 5%. Et donc, on voit bien que ce système-là ne fonctionne pas. Ça n'a pas, parce que simplement, ça n'a pas été conçu pour ça. Ça n'a pas été conçu pour ça. Il y a différentes solutions qui sont sur la table, mais en tout cas, moi, il me semble qu'il faut pouvoir proposer systématiquement aux jeunes qui n'ont pas les bases suffisantes une espèce d'année de SAS, une année intermédiaire, qu'on puisse les mettre à niveau pour leur donner une vraie chance pour leur entrée dans l'enseignement supérieur. Et pour moi, c'est la propédeutique. Voilà, merci beaucoup. J'ai été très long, je vous prie de m'excuser. Et je suis évidemment à votre écoute et je serai heureux de répondre à toutes vos questions dans la mesure du possible. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, comme je le disais au début, je vais le répéter pour ceux qui ne pouvaient pas être là au début de notre séance, on va essayer d'innover en travaillant par séquence. Avec une première séquence consacrée à l'enseignement supérieur privé lucratif, une deuxième sur les conséquences des décisions américaines sur la recherche et une troisième pour tout le reste. Donc je vais vous demander aux uns et aux autres de respecter l'ordre et de poser vos questions selon les thèmes traités. On va commencer par cette première séquence donc sur l'enseignement supérieur privé lucratif et c'est notre rapporteur budgétaire qui va poser les premières questions. Merci, Monsieur le Président. Il y aurait évidemment bien d'autres sujets sur lesquels je pourrais intervenir, et notamment cette dernière notion. Après PASS, LAS, on a SAS désormais qui se profile. Donc, je lui souhaite un meilleur avenir que la filière, l'innovation sur les orientations en médecine. Pour rester fidèle au choix et à l'innovation, c'est la commission de l'innovation du président Lafont. Je vais me cantonner donc à des questions concernant l'enseignement supérieur privé et notamment évidemment au lendemain de la publication du livre de Claire Marchal, Le Cube, sur les pratiques, alors non pas de l'ensemble de l'enseignement supérieur privé dit lucratif, mais sur les pratiques d'un groupe en particulier. C'est d'ailleurs un reproche qu'on peut faire à ce livre-là, c'est que en réalité il y a un focus très restrictif, très restreint sur un groupe en particulier. On aurait aimé avoir peut-être une analyse un petit peu plus large que ça. En tout cas, comme vous le savez, c'est un sujet désormais qui est bien documenté d'une manière générale, particulièrement par le Parlement qui a produit un certain nombre de rapports. La commission d'abord des affaires culturelles de l'Assemblée nationale avait consacré un rapport paru il y a tout juste un an, le 10 avril 2024. Les rapporteurs étaient Béatrice Descamps et Estelle Follès qui, dans ce rapport, formulaient déjà 22 recommandations pour réguler l'enseignement supérieur privé. Notre commission du Sénat a également travaillé sur le sujet dans le cadre du rapport budgétaire que nous avons voté et publié le 21 novembre dernier. Vous savez, j'étais rapporteur. C'est un sujet sur lequel je me suis penché. Plusieurs propositions de loi aujourd'hui sont sur la table à l'Assemblée nationale. Celle dont on parle le plus souvent, c'est celle d'Emmanuel Grégoire, qui pourrait être prochainement examinée à l'Assemblée nationale. Et par ailleurs, un ancien président d'université, lui-même, Laurent Bach, ancien président de Paris-Dauphine, avait déjà publié en 2023 un rapport d'information assorti d'un certain nombre de propositions sur le sujet. Donc, comme on dit en droit, il y a un faisceau d'indices et nous disposons désormais depuis un petit peu plus d'un an de nombreux éléments d'analyse des pratiques et de préconisations sur ce sujet qui, à l'évidence, appellent une régulation forte. Et je crois savoir que c'est
l'orientation des 3 ministres qui se sont succédés à votre poste. C'est un impératif évidemment vis-à-vis des étudiants qui sont perdus avec ces politiques marketing souvent agressives, et des familles encore plus qui sont victimes de ces pratiques et qui peuvent se retrouver dans des situations assez dramatiques à l'issue des cursus, après un passage dans ce qu'on appelle des officines, ou en tout cas des formations, des établissements peu scrupuleux, que je préfère au terme lucratif d'ailleurs de mon point de vue. Donc, c'est la première question. Monsieur le ministre, comment vous souhaitez vous emparer de ce sujet, au-delà de la mission d'inspection que vous avez lancée, diligentée au lendemain de la publication donc de l'ouvrage que je citais tout à l'heure, l'ouvrage de Claire Marchal. Plusieurs pistes, évidemment. Si on s'en tient aux travaux de Laurent Batch, une régulation de l'ouverture des établissements, qui est une piste sérieuse, qui fait l'objet aujourd'hui d'aucun contrôle administratif. On dit que c'est plus facile d'ouvrir une formation d'enseignement supérieur qu'un salon de coiffure. Ce sont les propos de Laurent Batch lui-même. Comment s'assurer que les établissements privés qui se multiplient dans certaines zones correspondent, comme vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure, à des besoins réels de formation professionnelle au sein de leur territoire, ce qui donc s'inscrit totalement dans l'ESR dans les territoires, comme pour reprendre vos propos il y a quelques minutes. Deuxième piste, il paraît donc crucial de réguler le recours au contrat d'apprentissage. On sait que c'est ça qui a donné l'essor et l'élan à ces officines, avec les primes qui étaient associées, qui a permis de financer très largement le développement de ces établissements. Avec ce qui est choquant, parce qu'on peut parler du privé dit lucratif, mais ce qui est choquant, c'est l'usage, j'allais dire le pompage d'argent public pour alimenter des structures comme celle-ci, bien peu respectueuses des étudiants. Troisième piste, toute ambition de régulation doit passer peut-être par un meilleur encadrement de la location de titres, qui est un phénomène probablement assez peu connu en France. Je ne parle même pas des familles et des étudiants, mais donc location de titres du RNCP, Répertoire national de certification professionnelle. Est-ce que vous travaillez avec le ministère du Travail sur ce sujet? Et puis, je ne voudrais pas parler du privé, de l'enseignement privé, de ce côté-là de la facette, sans parler de ceux qui, font preuve de qualité. Et je veux parler évidemment des établissements d'intérêt général, ceux qui sont labellisés ESPIG. Les collègues m'entendent régulièrement en parler, notamment lors des présentations des rapports budgétaires. Il y a depuis plusieurs années une décorrélation du financement public, de la subvention pour charges de service public et du nombre d'étudiants accueillis. Très nettement, les chiffres le montrent. Évidemment, nous n'ignorons pas le contexte budgétaire extrêmement contraint des dernières années, de cette année et probablement de l'année suivante. Néanmoins, est-ce qu'il vous semble pertinent d'avoir une remise à plat des financements de l'apprentissage, dont une partie des crédits pourrait être fléchée, avec un critère à définir, sur des formations vertueuses, des établissements vertueux? Voilà, c'est une dernière suggestion que je vous fais, et je vous prie de peut-être bien vouloir m'excuser. Je ne pourrais peut-être pas participer à l'ensemble de l'audition, puisque je suis attendu en séance pour un autre sujet. Je vous remercie. Sur ce thème de l'enseignement privé lucratif, je crois qu'il y a Yann Chantrel qui va intervenir. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la foulée, peut-être comme ça? Oui, merci, Monsieur le Président. Je compte parler effectivement de l'enseignement supérieur privé lucratif, mais je pense qu'il est important aussi de parler de la situation budgétaire, parce que je le corrèle, je fais un lien. La paupérisation budgétaire de nos universités profite bien évidemment à l'enseignement supérieur privé lucratif, justement. Et je vous dis ça parce que j'étais hier avec notre collègue Pierre Ouzoulias auprès justement des enseignants, doctorants et étudiants de Paris 1 la Sorbonne. Vous n'êtes pas sans savoir qu'ils sont en grève depuis 4 semaines. Les enseignants ont dû se mettre en chômage technique car l'université est totalement asphyxiée. À force justement de ne pas compenser entièrement les transferts de charges de l'État, la Sorbonne, comme beaucoup d'autres universités en France, est dans le rouge. Mise sous tutelle, elle s'est vue imposer 13 millions d'euros de coupes budgétaires dans le cadre des 1,5 milliard de coupes du budget de l'ESR. Aujourd'hui, de manière très pratique, les conséquences sont totalement dramatiques. On a pu le constater nous-mêmes sur place. Pour vous donner une idée, la bibliothèque n'a même plus de budget pour acheter des livres. L'école doctorale n'a plus que 1 050 euros. 1 050 euros pour finir l'année, ce qui rend impossible la tenue de colloques, de soutenance de thèse.
et de missions sur le terrain pour les recherches. Et aujourd'hui, les enseignants en sont même à menacer de bloquer Parcoursup, ce qu'on ne souhaite pas, pour que vous les entendiez enfin dans leur désarroi. C'est le rayonnement de notre pays que vous avez prôné et valorisé à l'international qui en pâtit quand notre prestigieuse université, comme celle de la Sorbonne, n'ont même plus les moyens d'assurer un fonctionnement minimum. Et je fais le lien justement avec l'enseignement supérieur privé lucratif. La question ne porte pas tellement sur le... Mais c'est lié, Monsieur le Président, je suis désolé, parce que cet appauvrissement, justement, profite à l'enseignement supérieur privé à but lucratif. Beaucoup d'éléments ont été partagés par le rapporteur, qu'on partage totalement, pour avoir beaucoup plus de contrôle a priori, notamment. Et je vous avais d'ailleurs posé une question au moment des questions au gouvernement, justement, sur ce sujet, pour obtenir des réponses précises sur la mise en place de ces contrôles a priori, de ces formations et des sanctions pour mettre fin à ces pratiques commerciales abusives. Mais j'ai également une interrogation parce qu'on a pu voir également, et ça je pense que ça devrait interpeller la représentation nationale, est-ce que vous trouvez normal que la puissance publique, à travers BPI France, est toujours actionnaire de Galileo et qu'ils investissent donc dans des groupes privés qui exploitent notre jeunesse justement à travers des pratiques commerciales abusives? Je pense que ça n'est pas tolérable, ça n'est pas acceptable. Et je rejoindrai également mon collègue Piednoir pour insister sur les initiatives qui sont prises, notamment à l'Assemblée nationale, notamment par notre collègue Emmanuel Grégoire, qui vise justement à protéger les étudiants contre ces pratiques abusives. Est-ce que, Monsieur le ministre, vous engagez à soutenir justement ce texte qui va vers un meilleur encadrement justement de ces pratiques commerciales abusives? Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce sujet de... Le règlement, Président. Je suis désolé de le faire devant Monsieur le Ministre, mais moi j'ai l'habitude de rentrer sur un terrain en connaissant les règles du jeu à l'avance. Je n'ai rien compris à la manière dont nous organisons le premier quart-temps, le deuxième quart-temps, le troisième quart-temps, le quatrième quart-temps. Et donc j'ai décidé de poser des questions quand j'aurai la parole dans le désordre le plus absolu. Je veux bien que nos auditions du ministre mérite certainement d'être retravaillé. Voilà, excusez-moi, Monsieur le Ministre. Mais j'aurais bien aimé que tout ça soit discuté en bureau. Et donc, j'ai du mal à me plier comme ça d'un seul coup à une discipline qui m'est totalement étrangère. Donc, Monsieur le Ministre, je vous poserai des questions quand je pourrai et comme je pourrai. Alors, Monsieur le Ministre, est-ce que vous voulez répondre sur cette question d'enseignement supérieur privé lucratif? Alors, peut-être quelques éléments un peu généraux sur les dérives qu'on a pu rencontrer. Alors déjà, premier point, déjà avant même ce point-là, le livre de Madame Marchand sur Galiléo. Je voudrais rappeler que c'est pas un travail judiciaire, c'est pas une enquête de police, c'est une enquête d'un journaliste, et donc derrière il y a des allégations qui sont des allégations qui ne peuvent que nous interpeller quand on les lit. Ce ne sont aujourd'hui, quand j'entends la communication de Galiléo aujourd'hui, ils sont très clairs sur le fait qu'ils considèrent que ces allégations sont fausses. Donc moi, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. C'est évidemment pas le moment. Par contre, ce que je peux dire, en dehors du cas spécifique de Galiléo, c'est qu'on a eu des remontées avérées sur des formations diverses et variées, avec des gens qui pratiquaient ce qu'on appelle le stretching RNCP, c'est-à-dire en gros vous utilisez, une fois que vous avez l'accréditation RNCP, vous la déléguez à d'autres formations qui sont connexes, et donc ce qui vous permet assez facilement d'ouvrir des formations de manière très flexible, des frais de marketing extrêmement élevés, des frais d'immobilier très très élevés aussi, parfois des étudiants qui sont pris dans la formation et qu'on n'envoie pas jusqu'au bout de la formation pour à la fin leur donner deux types de diplômes. En gros, les mauvais, on leur donne un diplôme en carton, et les bons, on leur fait passer une formation qui est la formation avec l'examen qui permet après d'avoir les bonnes statistiques pour maintenir le bon niveau et donc avoir le RNCP à la fin, etc., etc. Donc des pratiques comme ça, on en a vu. Est-ce qu'elles sont majoritaires dans l'enseignement supérieur lucratif privé? Je ne le crois pas.
Je ne le crois pas. Je ne le crois vraiment pas, mais elles existent. Et je constate aussi que derrière le développement très rapide de l'enseignement supérieur privé, eh bien, il y a aussi une réponse à des besoins exprimés à la fois par les entreprises, mais aussi par des jeunes et des familles. Et réponse que nous, enseignement supérieur public, n'avons pas toujours réussi à apporter précédemment, ou en tout cas pas à apporter suffisamment rapidement. Donc je pense que la rapidité de ce développement doit aussi nous questionner, nous, enseignement supérieur public, sur nos pratiques. Et ça veut dire quelque part l'agilité qu'ont ces formations à se positionner sur des créneaux qui sont des créneaux qui semblent être essentiels pour les entreprises et qui répondent aux besoins de formation des jeunes. Ben, on devrait pouvoir aussi le faire dans le public, on ne le fait pas assez vite, et donc je pense que ça nous questionne aussi, et on doit apporter une réponse. On ne doit pas simplement être dans la critique et la dénonciation, je pense qu'on doit aussi construire des réponses. Voilà, il me semble, à côté de ça, que je vois quand même beaucoup de formations supérieures, y compris vraiment des formations d'enseignement supérieur lucratifs qui fonctionnent bien, qui ont des bons taux d'insertion professionnelle, etc. Donc il faut être prudent. Moi, je dis juste qu'effectivement, par contre, on doit être garant de la qualité. Et c'est un rôle qui est un rôle nouveau pour le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on faisait avant de manière systématique. Et on doit le faire d'autant plus efficacement aujourd'hui qu'effectivement, ce nombre de formations s'est développé de manière extrêmement rapide, avec les aides pour l'apprentissage qui ont apporté beaucoup d'oxygène à ces formations qui se sont développées de temps en temps de manière anarchique. Et ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut évidemment se débrouiller pour se débarrasser de quelques moutons noirs, s'il y en a. Donc vous voyez, j'essaye d'avoir une expression qui est une expression prudente sur le sujet, parce que je crois vraiment que globalement, elles répondent à des besoins. Mais par contre, dedans, il y a eu des dérives et des excès. Il faut réussir à se débarrasser de ces dérives, à se débarrasser de ces excès, sans pour autant, évidemment, tout liquider, entre guillemets. Donc c'est ça que je porte aujourd'hui. Sur la régulation et sur la manière dont on veut travailler, on veut essayer aujourd'hui, avant tout, de travailler sur le label, qui est le label Calliope, qui est un label qui est porté par le ministère du Travail, qui aujourd'hui est essentiellement construit autour des taux d'insertion professionnelle. Et derrière, on veut garantir, en conservant cet unique label, c'est-à-dire sans multiplier des labels divers et variés, donc avec un unique label, avoir à la fois cette garantie sur l'insertion professionnelle, mais aussi des garanties sur la qualité de la formation qui devraient nous permettre d'éliminer de manière simple et assez rapide la plupart des formations qui sont les formations problématiques que j'ai mentionnées précédemment. Je voudrais dire aussi que sur Parcoursup, qui accueille la très grande majorité des formations d'enseignement supérieur, privées comme publiques, les établissements qui viennent sur Parcoursup doivent s'engager au travers d'une charte sur un certain nombre de critères qui permet, et cette charte permet d'éliminer tous ces moutons noirs dont j'ai parlé précédemment. Donc sur Parcoursup, je ne peux pas vous jurer que 100% de toutes les formations sont toutes exceptionnelles et ne posent aucun problème, etc. Bien sûr que non. Mais enfin, quand même, très, 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 très majoritairement, on a des formations de très, très grande qualité aujourd'hui. Voilà. Peut-être, je voulais après dire un mot très rapidement sur la question des coupes budgétaires et sur... voilà. J'ai entendu une fois de plus le chiffre de 1,5 milliard de coupes budgétaires dans l'ESR. Je suis obligé, je crois que nous avons déjà eu cette discussion, mais je suis ravi de l'avoir à nouveau. Ce chiffre de 1,5 milliard d'euros de baisse correspond à une évolution de la MIRES. Et au sein de cette mission, qui est une mission extrêmement large et qui inclut des programmes qui sont aussi bien liés à des programmes directement liés à l'armement ou des programmes liés à du démantèlement d'installations ou des choses comme ça, il y a une baisse qui correspond à ce montant-là. Le ministère de la Recherche est évidemment partie prenante de la MIRES sur 3 programmes uniquement. Et si vous regardez le périmètre des 3 programmes du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, il n'y a aucune baisse, monsieur le sénateur. Je voudrais vous rassurer sur ce... Ah ben non, mais je peux vous faire les additions avec les 3 tableaux et la feuille Excel qui va bien. Il n'y a aucune baisse. Le budget des universités
augmente de 300 millions d'euros cette année par rapport à l'année précédente. Je voudrais quand même dire que le budget complet du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche est proche aujourd'hui de 27 milliards d'euros par an. Je ne vous dis pas que je ne serais pas ravi de l'arrondir à 30. Je veux dire, si vous pouviez... Voilà, je serais ravi de toute forme de contribution. Mais nous ne sommes pas dans le misérabilisme. Je veux dire, il faut quand même aussi, à un moment donné, qu'il y ait des difficultés dans telle ou telle université à tel ou tel moment. Je suis le premier à vous le... Enfin, oui, bien sûr, on le sait. Mais quand même, l'effort de l'État aujourd'hui pour les questions de l'enseignement supérieur et de la recherche, c'est 27 milliards d'euros par an. Encore une fois, je pense vraiment qu'il faut sortir de cette image misérabiliste qu'on peut parfois avoir tendance à porter au sein de l'enseignement supérieur. Il y a quand même des efforts qui ont été très significatifs qui ont été faits. La loi de programmation de la recherche, c'est 6 milliards d'euros en plus. C'est des revalorisations de salaire qui sont quand même très significatives. Les jeunes enseignants-chercheurs, entre le début de la loi de programmation recherche et aujourd'hui, c'est 600 euros de plus par an, par mois, 600 euros par mois qui arrivent sur la feuille de paie. Enfin, pardon, mais je veux dire, il y a eu des efforts qui ont été des efforts très significatifs qui ont été faits. Ce qui ne veut pas dire, Monsieur le sénateur, qu'il n'y a pas des endroits où effectivement des universités sont en déficit, et bien sûr, et on est attentif, et on essaye de les aider à redresser leurs comptes. Les raisons sont variées. Il y a eu beaucoup d'argent. Il y a aussi beaucoup d'argent qui est arrivé au travers de contrats, et peut-être moins, et peut-être pas suffisamment sous la forme directe de SCSP. Et donc, parfois, ça peut créer des tensions. On peut constater effectivement qu'il y a beaucoup d'argent qui est arrivé et qui est tombé dans les fonds de roulement. Ça veut dire que alors quand je dis tomber dans les fonds de roulement, ça ne veut pas dire que c'est de l'argent perdu, mais c'est de l'argent qui est programmé sur plusieurs années et qui se décaisse au fur et à mesure. Et donc, on peut avoir des effets des fois un peu déceptifs de ça, et je pense qu'il faut en tenir compte aujourd'hui. Mais ayons une image qui est une image aussi, je crois, positive des établissements. Il suffit d'aller visiter nos grands équipements de recherche, nos laboratoires de pointe. On en trouve, il y en a beaucoup. On a des formations d'enseignement supérieur de très grande qualité, des établissements qui se placent bien aujourd'hui au niveau de Shanghai, qui sont désirables. Enfin, j'appelle à une forme de prudence sur ces différentes questions. Et sur Paris 1, évidemment, alors quelques éléments plus spécifiques. Alors évidemment, on suit la situation de près. Le rectorat de Paris accompagne l'établissement pour définir une trajectoire qui est soutenable. Le budget initial était en déficit de 23 millions d'euros. Et effectivement, ça, c'était pas possible. Et donc le rectorat assure le contrôle budgétaire de l'établissement et essaye de travailler sur une trajectoire qui soit une trajectoire qui sera une trajectoire raisonnable pour l'établissement. C'est aussi lié aux choix qui ont été faits précédemment par l'établissement au travers de recrutement, au travers de qu'il faut après retrouver. Et la campagne d'emploi est préservée. Donc, et la campagne d'emploi aujourd'hui est préservée. Voilà, je pense avoir répondu à peu près l'essentiel des questions. Vous n'avez pas répondu sur BPI France. Alors BPI France effectivement est actionnaire de Galileo et je pense qu'il faudra demander à BPI France en temps et en heure. Encore une fois, je voudrais redire ce que j'ai dit sur Galileo. Galileo, je pense que dedans il y a des formations, j'en suis certain, qui sont de très bonne qualité. Il y a aujourd'hui des formations qui sont pointées du doigt à travers un livre, qui est un ouvrage qui contient des allégations qui sont assez graves. Je pense qu'il faut simplement le temps de recul, le temps de comprendre, le temps d'avoir un contradictoire sur différents sujets avant de s'emballer et ne pas être dans le temps médiatique immédiatement. Bien, deuxième sujet sur la situation internationale. Vous posez la question à la place d'Alexandra Borchio-Fontimp qui ne pouvait être là cet après-midi. Vous avez, Monsieur le Ministre, appelé à développer l'autonomie stratégique en matière de recherche en France et en Europe. À l'échelle européenne, vous avez mentionné la question de l'hébergement des données de recherche, les États-Unis ayant historiquement joué un rôle de plateforme internationale dans ce domaine. Comment l'Europe peut-elle venir en aide aux chercheurs américains qui voient leurs données scientifiques censurées? Au-delà de cette première urgence, quelles pistes envisagez-vous pour développer une autonomie européenne en matière d'hébergement des données scientifiques? Vous estimez que l'Europe est aussi le bon niveau pour établir un plan d'accueil des chercheurs installés aux États-Unis, américains ou non, qui se retrouvent aujourd'hui empêchés de travailler? Où en est la discussion avec vos homologues européens et avec la Commission sur ce sujet? Quelle forme pourrait prendre un programme européen d'accueil?
pour votre part, vous avez demandé début mars aux organismes nationaux de recherche, aux universités ou aux grandes écoles de vous adresser des propositions d'accueil pour les chercheurs menacés. Quel retour avez-vous eu? Combien de chercheurs pourraient être concernés? Selon quelles modalités d'accueil? Et enfin, dernière question, elle traite sur le chercheur français en mission pour le CNRS qui s'est vu interdire d'entrer sur le territoire américain parce qu'il avait exprimé une opinion personnelle sur la politique des États-Unis en matière de recherche. Cette atteinte manifeste à la liberté d'expression et à la liberté de la recherche ne peut rester sans réponse. Surtout, quel risque de se répéter? De quel levier de réaction disposez-vous? Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la situation internationale? Pierre Ouzoulias. Oui. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Je partage complètement le questionnaire du Président, donc je ne veux pas le répéter, mais je pense qu'il faut qu'on prenne conscience de ce qui est en train de se passer et du renversement de valeurs que c'est en train de quand le président de l'université d'Aix-Marseille, c'était la semaine dernière, reçoit 10 candidatures de chercheurs américains par heure, alors qu'il doit être au 100e rang du classement de Shanghai, et que les chercheurs en question viennent des premières universités du sommet du classement de Shanghai, on comprend bien qu'il y a quelque chose qui est en train de changer radicalement. Et je pense que c'est un changement fondamental. C'est-à-dire qu'il durera plus longtemps que le mandat de Monsieur Trump. Je suis intimement persuadé que le classement de Shanghai de 2025 ne changera pas. Parce qu'il y a une donnée fondamentale dans le classement de Shanghai qui n'est pas pris en compte, c'est la liberté. Le classement de Shanghai, c'est le classement du Parti communiste chinois. C'est moi qui le dis. Pour ce classement, la liberté académique n'a aucune valeur. Ce qui compte, c'est l'attractivité. Et on voit bien que, peu ou prou, cette attractivité, elle sera maintenue, même s'il y a des chercheurs qui sont entravés dans leur liberté académique. Donc le modèle français qu'on nous disait ancien, primitif, enfin, vous vous souvenez le discours, aujourd'hui, c'est un système qui sert de référence. Parce qu'il donne aux chercheurs ce qu'ils n'ont plus, la liberté académique. Et je trouve que pour nous, Français, ça doit être une fierté absolue, parce que ce système, c'est nous qui l'avons inventé, pas très loin d'ici, 1215, la Sorbonne, voilà, où on a décidé que l'université serait indépendante du pouvoir politique. Voilà. Et ça, je crois qu'il faut le dire, parce qu'il y a un message universaliste et humaniste qui est envoyé à la planète entière. Voilà. Après, vous nous direz si on a les moyens d'organiser tout ça, l'avenue des chercheurs, comment on peut faire. Mais je retiens aussi dans votre discours quelque chose qui est fort et que je partage avec le président Lafont, c'est l'idée que l'université française, c'est un service public qui garantit la liberté académique, mais surtout qui est un outil prodigieux d'aménagement du territoire. Et je finirai par une formule. Je crois qu'il faut s'occuper aujourd'hui plus de Shanghai que du classement de Shanghai. Voilà. Merci, Monsieur le Ministre. Toujours sur le même sujet. Oui, je crois qu'on est dans la continuité de nos échanges sur cette question de la liberté académique que vous avez beaucoup évoquée, Monsieur le Ministre. Et moi, je voulais vous interroger là-dessus par rapport à la situation aux États-Unis. Mais ces impacts concrets et peut-être immédiats, peut-être pas à court terme, mais à moyen terme en France. Parce que cette liberté académique, comme l'a évoqué le sénateur Ouzoulias, elle garantit l'indépendance de la recherche, de l'enseignement. Elle constitue un rempart contre les discours idéologiques, démagogiques, et elle objective les politiques publiques. Et cette liberté académique, elle est aujourd'hui en recul dans le monde. Elle est en danger. J'en veux pour preuve l'indice de liberté académique qui montre une tendance préoccupante. Et je voulais qu'on parle de ces chiffres. En 2006, un citoyen sur deux dans le monde vivait dans une zone de liberté académique. Et en 2023, cette proportion est tombée à 1 sur 3. C'est un recul qui s'est accéléré très mécaniquement, mais très clairement, avec la montée des autoritarismes en Argentine, en Hongrie. Et là, on le voit aujourd'hui aux États-Unis, avec pour conséquence un discrédit un discrédit public des chercheurs, des coupes budgétaires massives et des censures de certains mots jugés trop progressistes, comme égalité femmes ou encore biais. Et en France, nous sommes encore, je l'espère, à l'abri de ces dérives autoritaires, mais elle n'en est pas moins fragilisée. Moi, c'est sur un autre point que je voulais axer cet aspect-là, c'est par rapport aux difficultés financières que connaissent les universités. On voit, en contrepartie aujourd'hui, les soutiens des entreprises
qui imposent désormais souvent leur vue à l'université. Je ne suis pas en train de remettre en cause la recherche de financement, partenariat public, partenariat privé. On le voit, des partenariats entre L'Oréal et BNP Paribas à Dauphine, Total à Polytechnique. Toutefois, il y a un certain nombre de points sur lesquels je voulais vous alerter. À l'École des Mines, par exemple, un contrat de mécénat avec Total incluait une clause de non-dénigrement pour un montant de 2 000 €. Ce n'est pas anecdotique, il s'agit d'une tendance lourde qui menace la liberté académique sous ses 3 dimensions, la liberté de recherche, la liberté d'enseignement et la liberté d'expression académique. Dans ces conditions, c'est ma première question, Monsieur le Ministre, et avec ce qui est en train de se passer aux États-Unis et ses dérives, peut-on encore parler de liberté académique en est contrainte par un sous-financement public et contrainte par le sous-financement public et soumise aux intérêts privés? Mon deuxième point, et c'est un paradoxe majeur, si l'État demeure le principal financeur des universités, c'est le secteur privé, dans certains cas, qui peut en dicter de plus en plus les orientations. Dans ce cas, que reste-t-il du contrôle démocratique sur la recherche publique? Et j'en arrive à ma conclusion. L'ampleur du phénomène est très difficile à mesurer parce qu'il n'existe pas de données officielles sur le poids total des financements privés dans la recherche publique, qui peuvent alimenter, et on le voit de plus en plus, de la suspicion et de la défiance. Et j'en viens à ce problème qui est l'opacité. La loi garantit aujourd'hui l'accès aux documents administratifs, mais en pratique, on le sait toutes et tous, les universités invoquent très souvent le secret des affaires pour refuser toute transparence sur ces contrats. Et même en cas de recours, les délais sont dissuasifs, plusieurs mois devant la CADA, jusqu'à 2 ans devant la justice. Donc je ne remets pas en cause la recherche, bien évidemment, et de partenariat entre le privé et le public, en particulier dans les universités. Mais comme je vous le disais, à l'aune de ce qui se passe et des attaques que subit la liberté démocratique, la liberté académique à l'étranger, ce recul dans le monde, quelles actions le gouvernement peut-il envisager à ce sujet? Parce qu'on en voit des conséquences pratico-pratiques. Et est-ce que vous seriez favorable à une modification législative qui imposerait la publicité obligatoire de ces contrats pour garantir la liberté académique, d'autant plus que dans les entreprises du monde de la culture, lorsqu'un mécénat est signé avec, je donne un exemple très concret, culturel, ces contrats ont nécessité d'être publics pour connaître les contreparties qui ont été offertes par un établissement culturel, par exemple, pour une opération de mécénat. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Jacques Grosperrin. Merci, Président. C'est en prolongement de l'intervention d'Adélaziane. On parle souvent de fuite des cerveaux en français qui s'accélèrent. Et c'est vrai que ce matin, le président Lafont nous avait organisé une réunion, en tout cas une visite très intéressante dans le centre de recherche cardiovasculaire de l'INSERM, où on a vu et on a pu discuter, échanger avec certains professeurs qui nous disaient qu'ils ont hésité à partir. Nous avait dit Singapour, Pays-Bas, et le troisième pays, je ne sais pas, mais ce n'était pas les États-Unis en tout cas. Ils sont restés pour d'autres raisons. Et on a pu s'en rendre compte, que ce soit des figures comme Agostini ou Anne Lullier qui ont été récemment nobilisées, qui exercent à l'étranger. Cette situation, en tout cas, elle peut affaiblir la France au niveau international. Alors ça a été dit, il y a un contexte géopolitique actuel, avec cette incertitude aux États-Unis, cette tension sur les libertés académiques qui pourrait peut-être inciter certains talents français à revenir. Et je pense que ça serait le moment, Monsieur le Ministre, d'envoyer un signal fort, un engagement clair de l'État en faveur de cette excellence académique, cette recherche appliquée et de la formation des élites, des futures élites scientifiques. Alors comment pourriez-vous donner des signaux forts? Vous nous avez dit tout à l'heure que vous souhaiteriez arrondir à 30 milliards. Non pas 25, mais je crois qu'il y a une affaire d'argent, mais il n'y a pas que ça. Et certains nous disaient que tout est compliqué dans la recherche en France parce que chacun ouvre le parapluie, chacun ouvre son parapluie et ils aimeraient avoir d'autres modèles comme il existe par exemple aux Pays-Bas où c'est peut-être plus simple. Mais ma question est peut-être unique en tout cas vis-à-vis de cela. Quel signal? Je pense que c'est le moment opportun de faire les choses pour faire revenir nos chercheurs. Il y a de la probité toujours sur le même sujet. Ah oui, oui. Monsieur le Président. On est dans le sujet, nous. Voilà, on respecte. Aucun problème avec ça. Ouais. Donc ma question, en fait, suite à la visite de ce matin, on a fait le constat du moins il nous a été affirmé une assertion qu'on retrouve dans bien des situations, c'est-à-dire que la recherche publique en France est très soutenue par le public et par l'État. Derrière ces travaux de recherche fondamentale aboutissent à la mise en place, à la création de spin-off qui font des start-up. Et donc toute la partie recherche et développement est vraiment très accompagnée par la collectivité, que ce soit les collectivités locales d'ailleurs, au travers des régions, que l'État. Et puis derrière, après, c'est racheté par du privé qui n'est pas français et si possible plutôt américain.
Voilà. Et donc, finalement, toute cette contribution publique au bien public, puisque en matière de santé publique, c'est pour des nouveaux traitements, ça contribue pour le bien de tous, mais il n'empêche que c'est quand même la France qui a accompagné. Et donc, j'en reviens au sujet, c'est que, si on fait un appel auprès de chercheurs et si on ouvre les bras, il faut avoir d'abord des stratégies, c'est-à-dire choisir des priorités, absolument, si possible au niveau européen, mais qu'on le décline aussi sur nos priorités nationales, puisqu'on en a, notamment en matière d'innovation. Je pense à France 2030 par exemple, on a déjà des stratégies qui sont identifiées. 2, il faut mettre en place des règles, parce que faire venir des chercheurs américains, même s'ils sont d'une très très grande qualité et qu'ils sont dans le haut du panier, ils vont développer en France, avec l'accompagnement public, comme ça se fait classiquement, des brevets qui derrière vont entraîner la création de spin-off, de start-up, et puis derrière ça sera racheté par les grands fonds américains, parce que comme c'était finalement de la recherche américaine qui avait été bien identifiée par les financiers américains et les fonds de financement américains, eh bien ça retournera là-bas, et c'est nous qui finalement aurions assumé la partie la plus difficile et finalement le plus faible retour sur investissement vis-à-vis de l'Europe et de notre pays singulièrement. Et donc, comment vous voyez cette stratégie et ces règles nécessaires à mettre en place dès maintenant pour éviter que ce cercle vicieux ne s'accélère avec la venue de chercheurs américains singulièrement? C'est toujours sur le même sujet Parce que sinon, on va aborder la séquence après. Juste, on a... Oui. On va laisser le ministre répondre sur cette séquence. Bernard, c'est sur le même sujet. Oui. On a parlé de ces jeunes chercheurs, des gens qui s'investissent dans ces start-up. Et souvent, une façon de les faire ces sacrifices, c'est parce qu'ils seront payés en différé avec des actions ou pas. Donc c'est un vrai risque qu'ils prennent. Par contre, lorsqu'ils le sont, on vient d'augmenter encore les prélèvements sur les plus-values qu'ils vont faire. Et c'était une façon pour des start-up de pouvoir garder justement ces talents. Et le signal qu'on vient d'envoyer, c'est justement qu'ils ne pourront plus avoir pas ce risque, mais cette chance de pouvoir réaliser. Et à ce moment-là, on voit partir ces cerveaux dans des entreprises qui les payent dans d'autres pays à des sommes qui sont sans commune mesure. Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Les sujets ont été abordés, sont larges. Peut-être revenir effectivement sur la situation internationale. Je crois que le constat le tableau qui a été dressé par le sénateur Ouzoulias, malheureusement, je crains de devoir le partager à peu près intégralement. C'est-à-dire que effectivement, nous sommes aujourd'hui dans une situation où, d'abord, que personne n'aurait imaginé il y a quelques années, personne. On se retrouve avec des pans entiers de la recherche qui sont menacés par la politique de l'administration américaine, avec non seulement des agences qui sont peut-être pas fermées, mais enfin réduites à la portion congrue. Je pense à la NOAA qui travaille sur le climat, l'environnement et la météo, qui était quand même une pépite américaine. Vraiment une référence absolue qui est en... Alors je ne sais pas où ils en sont, mais les coupes sont absolument considérables. C'est aussi le cas au NIH sur l'équivalent de l'INSERM américain, qui se retrouve avec des coupes programmatiques. Mais au-delà des coupes programmatiques, ce sont aussi des bases de données, et ça c'est vraiment crucial, des bases de données qui ont été nourries des données mondiales de la recherche par tous les pays du monde qui travaillaient avec les États-Unis sur une relation de confiance, alors parfois encadrée par des accords juridiques, parfois sans accord du tout, mais qui ont nourri ces bases de données, qui sont utilisées aujourd'hui par tous les acteurs de la recherche mondiaux. C'est-à-dire que les bases du NIH sont utilisées partout dans le monde.
Et du jour au lendemain, vous vous retrouvez sans ces outils-là. C'est comme si on faisait disparaître la moitié de votre laboratoire. C'est-à-dire que derrière, comment vous travaillez? C'est vraiment, je veux dire, dans le monde des laboratoires et le monde de la recherche, partout dans le monde, l'émotion est vraiment très très forte. Hein. Je vous renvoie un papier de Nature qui est sorti il y a une quinzaine de jours, qui disait que 75% des chercheurs américains, pardon, pas américains, mais résidents aux États-Unis, c'est évidemment une vraie différence, j'imagine, mais résidents aux États-Unis envisageaient de quitter les États-Unis. 75%. Enfin, je veux dire, ça donne une idée il y a une vraie rupture, quoi. C'est pour ça que je me mobilise sur le sujet, parce que je crois que c'est une véritable rupture partout dans le monde. Ça nous renvoie aussi, mais j'ai envie de dire le parallèle avec le monde de notre défense et de nos faiblesses européennes. Enfin, le parallèle est assez évident, même si on n'est pas sur les mêmes enjeux. Ça nous renvoie aussi à notre propre naïveté rétrospective. C'est toujours plus facile de juger de sa naïveté rétrospectivement. Mais enfin, évidemment, on voit bien que nous, Européens, avons été peut-être probablement un peu naïfs sur ces questions-là. Ça nous arrangeait bien aussi parce qu'une grande partie des investissements étaient faits par nos amis américains et que nous en bénéficions au travers de partenariats. C'est très, 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 très vrai dans un monde que je connais très bien, qui est le monde du spatial, où nous avions tout un ensemble de partenariats avec les États-Unis en investissant une fraction de ce qu'investissaient les États-Unis. Les États-Unis, juste pour donner un ordre de grandeur, rappeler, les États-Unis investissent quelque chose comme pas loin de 70 milliards de dollars par an sur le spatial. La France en met 3 et l'Europe, tout compris, en met 15. Et donc, nous avions ce partenariat qui nous permettait malgré tout de vivre dans un monde intéressant dans lequel on faisait quand même plein de choses sans investir suffisamment. Donc, ça nous pose des questions. Ça nous pose aussi des questions sur notre autonomie stratégique en matière de données et notre capacité à aller effectivement stocker nous-mêmes, être maître de nos données, et parce que c'est fondamental. Enfin, imaginez... Là, je suis prudent, mais moi, j'entends des collègues qui s'inquiètent, ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais qui s'inquiètent du fait que des données autour des évolutions du climat pourraient disparaître demain des bases de données où elles ont été stockées. Je ne crois pas que ce soit le cas aujourd'hui. Mais cette inquiétude, elle est réelle dans les laboratoires. Donc c'est pour ça que je sonne un peu le tocsin au niveau européen. Alors qu'est-ce qu'on fait au niveau européen et qu'est-ce qu'on va faire au niveau national? Au niveau européen, j'ai rédigé, et on a co-signé avec une quinzaine de pays européens, un courrier à la commissaire en charge de la recherche pour mettre en avant ces questions et mettre en avant déjà en fait notre capacité à répondre en européen à cette question, à accueillir les chercheurs qui sont aujourd'hui aux États-Unis, qui voudraient venir en France. C'est une quinzaine de pays, c'est pas évidemment, c'est pas 100% des pays. Un certain nombre de pays n'ont pas signé ce courrier, mais nos grands partenaires allemands, espagnols par exemple, se sont largement associés à ce courrier, à la rédaction de ce courrier, et partagent cette vision. Donc, moi, j'attends évidemment des premiers éléments de réponse de la Commission qui travaille sur cette saisine. À côté de ça, au niveau national, plusieurs universités ont lancé des dispositifs d'accueil. Vous avez cité Aix-Marseille, mais c'est aussi PSL, c'est Jussieu, c'est des organismes de recherche qui vont faire la même chose. Et nous les soutiendrons. Des mesures seront annoncées prochainement. Et ça veut dire qu'on les soutiendra avec de l'argent additionnel qui sera mis en place pour les aider. Je voudrais aussi rappeler le fait qu'accueillir des chercheurs internationaux, c'est pas quelque chose de nouveau dans le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche. J'ai pas la statistique exacte, mais au CNRS, il y a un certain nombre de disciplines où plus de la moitié des candidats recrutés sont non communautaires. C'est-à-dire que donc cette circulation des cerveaux, elle est normale, elle est nouvelle. Enfin, elle est normale. Ce qui est nouveau, c'est de dire il y a un focus aux États-Unis, où on avait plutôt des flux de gens qui partaient vers les États-Unis et où là, on pense qu'on va en accueillir quelques-uns. Je voudrais aussi mentionner le fait que dans ce grand jeu de circulation des cerveaux, il y a des pays qui jouent un rôle essentiel pour nous parce qu'ils nous amènent de la compétence, ils nous amènent des cerveaux. C'est les pays
d'un certain nombre de pays d'Europe du Sud. L'Italie a pendant très longtemps joué ce rôle-là. C'est des pays aujourd'hui d'Afrique du Nord qui nous amènent énormément d'étudiants et de doctorants, sans lesquels les laboratoires, les écoles d'ingénieurs et même certaines écoles de commerce ne feraient, enfin quand je dis pas le plein, c'est même pas le plein, mais pourraient être par moment vraiment en situation critique. Enfin, c'est un autre sujet. Donc voilà. Donc on va ouvrir ce dispositif. Les questions que vous avez posées, elles sont complètement légitimes. C'est de dire en gros combien de chercheurs vous allez accueillir, lesquels, comment, etc. Je ne peux que constater aujourd'hui que je ne sais pas répondre à ces questions. Parce que, on voit bien que l'ampleur de la demande est significative. Aix-Marseille, effectivement, sont des centaines de candidatures qu'ils ont reçues. C'est vrai aussi, j'ai entendu la même chose de PSL, etc. Donc oui, je pense qu'on a énormément de candidatures. Ces candidatures, est-ce qu'elles vont se transformer à la fin en une véritable... le taux de transformation, si je devais utiliser n'est pas connu aujourd'hui, donc je ne sais pas vous répondre. Il y a beaucoup de gens qui sont des post-docs, qui sont là-bas depuis pas longtemps et qui veulent revenir. Il y a des candidatures de deux autres niveaux, des gens qui sont en tenure, c'est-à-dire qui ont 35 ans, qui n'ont pas encore un poste de full professeur aux États-Unis, et donc qui sont en train de postuler, sur lesquels il faut qu'on les fasse venir. Moi, je pense qu'il faut qu'on leur offre des packages qui soient des packages comparables un petit peu à ce qu'il y a à l'ERC aujourd'hui. Donc, ça veut dire grosso modo peut-être un package d'1 million d'euros pendant 3 ans pour qu'ils puissent venir, évidemment pas tout seuls, parce que là-dedans, il y a la rémunération, mais il y a aussi leurs équipes, les équipements, etc. C'est ça qu'on va essayer de mettre en place. Et puis, à côté de ça, on va aussi avoir probablement quelques très grandes stars internationales qui vont vouloir venir et pour lesquels il faudra faire un effort ad hoc, spécifique. Et là, ce sera vraiment du cas par cas. Donc le dispositif, il sera présenté et annoncé dans les jours ou dans les semaines qui viennent, mais on sera en soutien avec de l'argent en plus. Je voulais peut-être dire un mot sur les questions des libertés académiques. Je crois profondément, effectivement, que cette question des libertés académiques, elle est essentielle. Elle est objectivement en recul partout dans le monde. C'est vrai. C'est vrai. Je pense qu'elle est très grande en France et dans la grande majorité des pays européens. Peut-être pas la totalité, mais la très grande majorité des pays européens. Elle fait partie de notre culture. Vous avez cité 1215, la Sorbonne, évidemment. C'est évidemment absolument essentiel. C'est derrière, c'est la culture de la liberté, la culture de l'autonomie des chercheurs, la liberté de faire de la recherche sur tous les sujets. Moi, j'y suis évidemment très, très attaché. Elle est menacée. Moi, je ne partage pas totalement le constat. Enfin, je ne crois pas que... Enfin, si, les relations économiques qui seraient trop fortes ou qui pourraient mener à une forme de risque, je ne crois pas que ce soit le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que je n'ai pas l'impression que l'ampleur des relations économiques, malheureusement, entre universités et entreprises soit suffisante pour véritablement mener à une véritable inquiétude justifiée. Je dis malheureusement parce que je pense qu'elles ne sont pas tout à fait assez fortes, hélas. Mais il faut être vigilant sur ce point, c'est-à-dire qu'il faut qu'elles soient encadrées, ça je suis assez d'accord. Moi je pense que ce qui menace les libertés académiques aujourd'hui, ce sont les extrémismes de tous bords, qui aujourd'hui, dans quelques universités en France, ne rêvent que d'une chose, c'est de s'étriper au sein de l'université. Et ça, c'est terrifiant. Je veux dire, enfin, pardon, mais ça, vraiment, je trouve que c'est vraiment... parce que d'abord, ça projette une image déplorable de ce qu'est l'université, de ce qu'est le monde académique, de ce qu'est l'enseignement supérieur. C'est évidemment hyper focalisé sur le conflit israélo-palestinien, on le sait tous. Et encore une fois, moi, je crois profondément qu'il faut pouvoir, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut pouvoir débattre de toutes les questions, y compris celle-là, dans le respect des uns et des autres. Ça veut dire évidemment sans violence, dans un débat qui doit être un débat contradictoire, un débat qui soit un débat ouvert, en suivant un certain nombre de principes élémentaires. Et je constate aujourd'hui que malheureusement, ce n'est pas le cas.
et que les violences et les provocations font suite aux violences et aux provocations. Et ça, c'est vraiment un point de vigilance extrême, de préoccupation aussi. Il me semble qu'aujourd'hui en France, c'est là mon premier point d'attention aujourd'hui en termes de menaces aux libertés académiques. Il y a eu un mot rapide, mais sur la complexité de notre organisation et de la simplification. Et je partage ce sujet. Nous avons une organisation de la recherche, qui est une organisation qui est le fruit de l'histoire, qui est complexe. Elle est complexe parce que nous avons plusieurs universités sur les mêmes territoires. Nous avons des universités, des organismes de recherche. Nous avons des structures qui font de la valorisation. Donc oui, il y a une forme de complexité. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut simplifier. J'ai mentionné tout à l'heure la question des appels d'offres. Ça, c'est quand même une plaie pour les chercheurs aujourd'hui. Donc je pense vraiment qu'il faut le faire. Autour de la gestion aujourd'hui, moi je crois profondément que quand je vois aujourd'hui des établissements publics qui se battent pour gérer des contrats de recherche, honnêtement, je pense que nous aurions intérêt à mettre notre énergie sur d'autres sujets. C'est pas... Voilà, enfin... Donc il faudrait arriver à simplifier un peu ça. Donc ça va être aussi l'objet d'un certain nombre d'annonces. Voilà. Et pareil sur l'innovation et sur le transfert. Je ne vais pas vous promettre le grand soir parce que beaucoup de gens qui m'ont précédé l'ont promis et n'ont pas été en mesure de le faire. Donc je vais essayer d'être... Voilà, je vais être un tout petit... Je vais être un tout petit peu plus prudent. Je ne vous promets pas le grand soir, mais je vous promets par contre effectivement un certain nombre de simplifications qui sont atteignables. Voilà. Voilà. Si vous nous promettez à manger et à boire, c'est déjà pas mal. Voilà. Dernière série de questions. Alors, tous les sujets que vous avez envie de poser au ministre. Catherine Belriti. Merci, Monsieur le Président. Karine Daniel, Pierre Ouzoulias. Merci. Oui, j'ai pas parlé, j'ai pas répondu sur innovation et sur. Excusez-moi, si vous me laissez. Oui, pardon. Donc oui, je partage le fait que nous avons beaucoup progressé sur le sujet de l'innovation et du rapprochement des questions économiques. Enfin, cette question de l'innovation, de l'utilisation des startups, de la création de startups dans les laboratoires, en 15 ans, elle a progressé radicalement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que c'est vraiment... Il y a plein de gens qui s'intéressent à ça. Je partage le constat qu'on est plutôt assez bon sur la maturation, la prématuration et la maturation de ces projets, la création et l'accompagnement de ces startups. Et après, il y a un trou de financement au niveau national et européen pour accompagner ces startups lors du 2e ou du 3e tour. Et de temps en temps, elles se font racheter. Donc oui, on a un sujet autour de ça qui, honnêtement, n'est pas vraiment dans mon périmètre. Donc sans vouloir être... C'est un sujet de connexité, mais c'est plutôt à mes collègues de Bercy, évidemment, qui s'occupent de cette question-là. Il y a des éléments de réponse à travers les programmes de la BPI, à travers l'EIC, donc qui est aussi positionné sur ces questions au niveau européen. Mais oui, je partage ce moment de questionnement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas investir simplement sur l'amont et puis voir après les startups partir. Alors, ce n'est pas toujours le cas, Dieu soit loué, mais effectivement... Quand elles sont au 2e tour ou au 3e tour et qu'elles cherchent à lever des dizaines, voire des centaines de millions d'euros, pendant très longtemps, il n'y avait pas d'acteurs en Europe qui étaient capables de répondre. Ça change. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on commence à voir des fonds qui sont positionnés sur ces enjeux-là, mais on est encore en retard. Voilà, Catherine Belriti. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, le numérique joue un rôle croissant dans l'enseignement supérieur. Quelles sont les politiques pour accompagner les établissements dans leur transition numérique et comment garantir l'égalité d'accès aux technologies pour tous les étudiants? Selon vous, comment améliorer la reconnaissance internationale des diplômes français, favoriser les échanges académiques avec d'autres pays? Vous avez en partie répondu déjà. Quelles actions le gouvernement met-il en place pour encourager la mobilité étudiante et renforcer les partenariats avec des universités étrangères? Et puis enfin, quelles actions sont mises en place pour renforcer l'égalité des chances à l'accès de l'enseignement supérieur, notamment pour les étudiants issus de milieux modestes? Vous parliez tout à l'heure des besoins des territoires. Oui. Et aujourd'hui, on a une fracture entre des jeunes qui vivent dans le monde rural, parce que je crois qu'il y a un blocage au niveau de la mobilité, mais également au niveau intellectuel. On ne se sent pas capable et possible pour eux de faire des études supérieures et également de moyens. Et je voudrais justement savoir ce qui est envisagé pour aller vers cette
cette population, est-ce qu'on peut envisager des établissements d'enseignement supérieur dans des villes moyennes plutôt que de favoriser, de les mettre toutes sur des villes très importantes et éloignées? Merci. Karine Daniel. Oui, merci, Président. Et ma question va un peu dans le même sens. On sait que le taux d'accès à l'enseignement supérieur dans les départements est notamment lié à la présence d'établissements ou pas. Et aujourd'hui, quand on voit les moyens des universités se dégrader, alors vous avez dit effectivement qu'il y a des éléments qui sont des éléments d'augmentation dans les budgets, mais de ce fait, l'effet de ciseau fait que le déploiement des sites secondaires pour les universités qui ont des sites secondaires sont particulièrement difficiles, et les choix qui sont demandés et qui peuvent être opérés par des universités sous contrainte budgétaire, ça peut être de désinvestir sur ces sites secondaires, parce qu'on sait très bien que quand on fait des économies, on fait aussi des économies d'échelle sur le renforcement de sites principaux. Et certains sites secondaires pour certaines universités sont la seule offre publique d'enseignement supérieur dans certains départements. Je pense par exemple à la Vendée, je pense pour l'université de Nantes à l'antenne de Saint-Nazaire dans le même département. Donc là, je pense qu'on a vraiment un enjeu de choix stratégique à faire et à opérer qui ne doit pas se faire sous le simple prisme des restrictions budgétaires pour les universités qui sont concernées. Béatrice Gosselin. Mais alors peut-être que vous ne pourrez pas avoir la réponse, mais je m'interroge, moi, vous avez parlé des risques de perte des données importantes à la fois sur le climat. Est-ce que nous avons sur le sol européen la capacité de conserver ces données numériques qui sont essentielles pour la recherche? Monique Demarco. Oui. Elle n'est pas prête, on passe au suivant. Non, moi j'ai trouvé très intéressant justement de sectionner comme ça les questions. Ça permet là de pouvoir maintenant aborder différents sujets. Donc je reviens, moi ça rejoint un petit peu les deux questions qui ont été posées sur l'inégalité des chances en territoires ruraux. Et donc il y a eu un rapport de l'IGAS justement qui a montré qu'en définitive, les jeunes qui viennent en difficulté de parcours universitaire, quand on vient plutôt de la ruralité, et moi je connais assez ce sujet-là puisque je suis de Gironde et Nouvelle-Aquitaine. Et tout à l'heure, vous avez justement commencé à évoquer que vous alliez commencer à contractualiser, faire une expérimentation en PACA et Nouvelle-Aquitaine. Donc se retrouve quand même la difficulté qu'ont les universités, et je parle en Aquitaine et en particulier de Bordeaux-Montaigne, qui nous ont alerté des difficultés financières et disant, bien, dans ces conditions, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir maintenir, etc., ces universités sur les sites secondaires? Je pense à Pau, à Agen, Périgueux. Donc, prêts à sacrifier justement l'offre qu'ils ont dans ces territoires. Alors, comment pouvez-vous les accompagner pour pouvoir maintenir justement ces sites secondaires? Je pense que Pau sera préservé pour l'instant. Pierre Ouzoulias. Oui, merci, Monsieur le Président. Moi, je vous pose une question sur l'intelligence artificielle au nom de Agnès Evren et Laure Darcos, qui sont les deux rapporteurs avec lesquels nous dirigeons une mission d'information sur le sujet. On sait, et c'est ce qui apparaît des premières auditions, que le moissonnage des données par les GAFAM a été titanesque. Ça dépasse l'entendement. Toutes les données qui pouvaient être moissonnées l'ont été, qu'elles soient protégées ou pas. Voilà. Ma première question, c'est est-ce que la politique de sciences ouvertes qui a été menée pendant quelques temps par le ministère n'a pas été le cheval de Troie des GAFAM pour accéder plus facilement à des données rendues publiques? Et est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir à une réorientation de la politique de sciences ouvertes? Ma deuxième question, c'est comment on peut garantir aux chercheurs, est-ce qu'on est en capacité de le faire, que selon l'article 53 du règlement de l'IA de juin 2024, ils puissent disposer du droit de retrait, c'est-à-dire de la possibilité que leurs données, leur production scientifique ne soient pas maçonnées.
est-ce que c'est une disposition de la directive qui fonctionne réellement? Est-ce que vous pouvez réellement la mettre en œuvre? Est-ce qu'on peut garantir aux chercheurs que le travail qui est financé par l'argent public ne va pas être moissonné par des GAFAM qui ensuite vont faire de l'argent dans des quantités là aussi phénoménales à partir d'une recherche payée par le contribuable, ce qui poserait un problème. Par ailleurs, vous le savez, la science ouverte, ça coûte de plus en plus cher. Donc on a le sentiment que finalement c'est le contribuable qui paye deux fois, qui paye pour publier et ensuite qui paye les GAFAM pour être moissonnés. Il y a quelque chose de complètement irrationnel. Donc sur ce sujet-là, est-ce qu'on ne pourrait pas sortir de l'angénisme et considérer que moi, en tant que sénateur communiste, bien évidemment, la science ouverte, c'est magnifique, que toute la planète puisse profiter des données. Je suis d'accord, mais la question n'est plus là. La question, c'est qu'on est en train de fournir des éléments aux GAFAM pour prendre place sur le domaine européen. Voilà, c'était ma question au nom de mes deux autres collègues. Marie-Pierre Monnier. Oui. Tout d'abord, j'étais aux États-Unis la semaine mi-mars et nous avons rencontré des chercheuses dans une université qui est en train de reprendre leur programme de recherche. Et en enlevant les mots qu'a cité mon collègue Adelziane, c'était très violent. C'est vraiment terrible. Je rebondis sur les femmes. Nous faisons une mission, pour votre information, Monsieur le Ministre, au sein de la délégation des droits des femmes sur femmes et filles et sciences. Et en effet, il apparaît que la place des femmes dans les sciences dures, dans certains types de recherches qui sont malheureusement, les femmes sont malheureusement peu présentes. Alors, j'ai envie de dire, quand ça arrive chez vous, c'est un peu tard, parce qu'il faut que les femmes et les filles, surtout, que ce soit en premier ou second degré, aient une appétence pour les mathématiques en particulier, mais les sciences en général, mais les maths en particulier. Donc, si vous pouvez avoir des discussions avec votre homologue, Madame Borne, on ne manquera pas de le lui dire, mais parce que c'est un véritable sujet et que quand ça arrive au niveau de l'enseignement supérieur, c'est trop tard déjà, il faut travailler en amont. Et la dernière chose qui n'a absolument rien à voir, mais je suppose qu'en tant que ministre de la Recherche, vous avez la main pour décider si la France se lance ou non dans la recherche sur certaines maladies. Et moi, je vais vous alerter sur la maladie de Charcot, parce que mon collègue de la Drôme en est atteint et que c'est une maladie, vous savez, qui est très rapide. Et donc, la recherche avance peu. Vraiment, il faudrait mettre, parce qu'il y a de plus en plus de malades de personnes qui sont touchées, et ça ne bouge pas beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais en ajouter une. Vous nous avez parlé de la clause de revoyure. Est-ce que vous pourriez nous préciser dans quelle mesure le Parlement sera associé à cette clause de revoyure? Parfait. Merci beaucoup. Alors, peut-être, au risque de paraître dans le désordre, je vais peut-être commencer tout de suite par ce que vous avez mentionné sur la maladie de Charcot. Alors, j'ai pas les chiffres qui sont là et qui sont disponibles et je peux pas vous répondre immédiatement, mais je serais ravi de le faire évidemment en parallèle et de vous faire parvenir la réponse. C'est une des difficultés qu'on a quand on travaille sur la recherche. On travaille sur une recherche, évidemment, et en particulier sur la recherche médicale, qui est financée très largement par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Derrière le terme de recherche médicale, il y a des maladies, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des situations de souffrance qui sont terribles. Et il y a souvent une tentation, qui est une tentation du Parlement, pardon de dire les choses de manière brutale, qui est de dire qu'il faut focaliser sur tel sujet ou sur tel autre. Et je pense qu'il faut être prudent là-dedans, parce que je crois qu'il faut faire confiance aux communautés médicales et aux communautés académiques pour identifier les priorités de financement. Je crois qu'il ne faut pas rentrer dans une démarche fléchée sur une démarche à travers la loi. Il ne faut pas non plus que ce soit les ministères qui imposent de mettre tant d'argent sur tel sujet ou sur tel autre. Pourquoi ? Parce que, en fait, d'abord, on est loin des réalités techniques, des réalités
précise sur les maladies, sur les évolutions technologiques, les évolutions scientifiques. Et très souvent, en faisant ça, en fait, on peut rater des sujets qui sont transverses, des sujets qui sont des sujets fondamentaux qu'on ne voit pas et sur lesquels on va focaliser une recherche sur un soin qui va être, par exemple, très aval en négligeant l'amont, etc. Et dit autrement, je pense qu'on a besoin de mettre des mécanismes où on fait confiance aux professeurs en charge de ces questions-là pour faire des propositions qui doivent être après validées et évaluées. Mais je pense qu'il faut faire attention à ça parce que, évidemment, c'est des situations qui sont dramatiques et on perçoit votre émotion à travers la question. Et je peux vous dire, on a eu le même sujet sur des cancers pédiatriques il y a quelque temps et sur d'autres sujets. Et évidemment, c'est des situations dramatiques. Et qu'est-ce que sur les cancers pédiatriques où on avait des demandes de rajouter quelques dizaines de millions d'euros, etc., ce qui a été fait. Mais en fait, le sujet... Si ça aide, évidemment, mais la recherche pour résoudre ces questions, elle ne se chiffre pas en dizaines de millions d'euros et en les mettant à tel ou tel endroit de manière ponctuelle telle année. C'est des recherches qui se chiffrent en milliards d'euros sur des investissements avec une vision transverse, avec des infrastructures, avec des recherches pluri- et interdisciplinaires, etc., etc. Et donc on a toujours un risque de, quelque part, à travers ça, de rater finalement les vrais sujets. Voilà, pardon, excusez-moi, parce que je fais une réponse un peu compliquée et un peu longue, mais et qui en plus de ça, évidemment, est contraire au phénomène, à la réponse la plus naturelle et la plus empathique, qui consiste à dire oui, on y va. Et je suis toujours un tout petit peu prudent là-dessus. Voilà, au risque d'être peu politique, et pardon. Mais je pense que voilà, faut toujours avoir cet équilibre-là. Sur la reconnaissance sur la mobilité des étudiants, je crois fondamentalement que cette question est essentielle. C'est un atout pour l'Europe aujourd'hui. Dans les grandes réussites européennes, j'ai envie de dire que moi je pense qu'il y en a 3, qu'on voit dans le grand public. C'est Ariane, parce que j'aime bien le spatial. C'est l'euro, parce qu'on l'utilise tous les jours. Et c'est Erasmus, parce qu'on connaît tous ou on a tous bénéficié des programmes Erasmus. C'est des choses qui sont quand même fondamentales, qui permettent de découvrir durablement d'autres cultures, d'autres pays, qui construisent l'Europe aujourd'hui. Et moi, j'y suis quand même profondément attaché. Je pense qu'il faut vraiment veiller à ce que ça perdure. On a aussi des programmes d'échange, en particulier les programmes Fulbright, qui sont aujourd'hui quasiment arrêtés par nos amis américains, qui étaient aussi des programmes d'accueil de ce type-là. Il faut aussi réfléchir, voir au niveau européen, si on peut derrière s'y substituer, en augmentant ce qu'on appelle les Erasmus Mundus. Enfin, il y a des programmes d'accueil de master de très haut niveau. Donc il y a tout un enjeu autour de ça. Moi, j'y crois profondément. Un mot sur l'égalité des chances et sur... voilà, c'est évidemment un objectif. Est-ce qu'aujourd'hui, tous les étudiants ou tous les bacheliers ont les mêmes chances dans tous les territoires? La réponse, évidemment, vous le savez, c'est non. On est dans un système qui reste aujourd'hui profondément inégalitaire. Ce n'est pas nouveau, malheureusement. Mais c'est vrai que quand vous êtes vous avez votre baccalauréat dans un établissement rural qui est éloigné d'une métropole universitaire, les choix qu'on vous propose sont extraordinairement limités. Et pour peu que vous veniez d'une famille modeste, parce que c'est souvent les deux sont liés, eh bien votre capacité à vous projeter dans l'enseignement supérieur est d'autant plus limitée, votre ambition est moindre et les destins sociaux sont scellés. Et je veux dire, pour aller régulièrement à droite, à gauche, dans des lycées techniques, dans des lycées professionnels, pour regarder comment ils font leurs vœux sur Parcoursup demain, etc., le déterminisme social est aujourd'hui encore terriblement fort dans ces établissements. Et voilà. Et les meilleurs étudiants scientifiques et techniques, on doit leur faire miroiter l'école normale et polytechnique, et pas simplement la possibilité de faire un excellent BTS, certes, mais qui, quelque part... Voilà, il faut donner une ambition et une capacité d'avoir cette ambition à tous. C'est un travail titanesque à faire. Je partage ce que vous avez dit sur les antennes dans les régions. Il faut probablement, ce que vous avez mentionné sur la problématique des antennes. Créer des antennes universitaires dans des villes moyennes, ça permet de considérablement aider.
ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Souvent, les locaux, alors pas toujours, mais très souvent, les collectivités territoriales investissent et contribuent sur les locaux. Donc ça, c'est très bien. Mais ça ne suffit pas parce que derrière, vous avez il y a des frais de transport, etc. Et c'était aussi une des autres questions, c'est on est pris dans un effet ciseau qui est lié au fait qu'on a des enseignants-chercheurs. Ces enseignants-chercheurs, ils font deux choses, de l'enseignement et de la recherche. La recherche plaide naturellement pour concentrer les ressources où les gens se retrouvent dans des très grandes métropoles universitaires avec des gros laboratoires qui sont interdisciplinaires où on mutualise l'équipement. Donc ça a tendance à évidemment fuir les villes moyennes. Et à côté de ça, les questions d'enseignement supérieur, un enjeu majeur, c'est d'avoir des enseignants sur place. Donc il faut trouver un équilibre. C'est un équilibre qui coûte de l'argent. On y est particulièrement attentif. Je crois que la question, elle est fondamentale, en particulier sur le premier cycle. Parce que c'est là, parce qu'après, derrière, le master, etc., faudra, je pense que dire qu'on aura des masters de haut niveau pluridisciplinaires dans toutes les villes moyennes, ça n'existe pas, on n'y arrivera jamais. Par contre, avoir des premiers cycles qui soient des premiers cycles de base qu'on retrouve un peu partout, il faut qu'on y arrive. À la rigueur, peut-être en commençant simplement par une première année, au moins, voilà. Alors, il y a des dispositifs qui existent. C'est des dispositifs qui sont alors soit des propédotiques, soit des premières années qui sont des campus connectés, des choses comme ça. Donc il faut qu'on développe ça, et ça va faire l'objet aussi de propositions et d'annonces qui ne sont pas gratuites, d'accord. Mais ça correspond aussi à un enjeu majeur, et on sera au rendez-vous. Et peut-être développer aussi la mobilité, faciliter la mobilité de ces jeunes. Oui. Si on ne peut pas aller vers eux, mais au moins qu'eux puissent s'accéder à des logements aussi. Alors. On va peut-être laisser répondre le ministre. Non, mais vous avez absolument raison. Les freins, c'est avant tout le logement. Parce que donc ça nous amène sur la politique de bourse. Aujourd'hui, nous avons 2 milliards 3 ou 7, je ne sais plus, pardon, j'ai un trou. 2 milliards 7 sur le programme pour les bourses pour les étudiants, vie étudiante, pardon, c'est pas que les bourses, c'est la vie étudiante. Et donc derrière, c'est les financements de logement. Le logement est le premier frein à la mobilité. Donc c'est pour ça qu'il y a un programme ambitieux, donc de la création de 15 000 logements par an. On y est très 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 attentif. Mes prédécesseurs ont fait des promesses qui n'ont pas réussi à tenir, et je ne sais pas du tout pour jeter la pierre, c'est juste c'est compliqué de trouver le foncier, etc. Je vous garantis qu'on fait un suivi, peut-être pas quotidien, mais en tout cas hebdomadaire sur ces questions, pour essayer de garantir le fait qu'on tiendra cette promesse de 15 000 logements, par an dans les prochaines années. Alors, peut-être le dernier point, oui, je n'ai pas mentionné, mais c'est que vous ayez quand même en perspective, vous savez que la démographie baisse, commence à baisser en terminale. Malheureusement, entre guillemets, enfin malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais dans les établissements d'enseignement supérieur, cette démographie, non seulement elle ne baisse pas, mais elle va continuer à augmenter. Nous avons, dans les derniers chiffres de Parcoursup là, qui viennent de sortir, ce sont, sauf erreur de ma part, 35 000 étudiants de plus qui ont formulé des vœux par rapport à l'an dernier. Et qu'est-ce que c'est ? C'est essentiellement des bacheliers professionnels. Alors, c'est pas que, puis l'analyse n'est pas très fine, mais c'est beaucoup de bacheliers professionnels qui poursuivent leurs études plutôt que de s'arrêter. Et donc ça, c'est un vrai différentiel par rapport aux années précédentes. Bacheliers professionnels qu'on a le plus grand mal à accueillir dans l'enseignement supérieur. Enfin, c'est vraiment notre difficulté numéro 1, elle est là aujourd'hui, qui plombe les taux de succès de toutes les formations, etc. Et puis pour eux, évidemment, aussi, c'est une immense difficulté. Et donc, ce phénomène de baisse démographique, malheureusement, je pense qu'on ne va pas l'atteindre immédiatement. Donc, c'est à la fois de nouveaux bacheliers, mais c'est aussi l'allongement progressif de la durée des études. C'est-à-dire que aujourd'hui, les étudiants restent plus longtemps dans le système que précédemment. Et donc, quelque part, on ne va pas avoir de redescente rapide du nombre d'étudiants. Et comme un certain nombre d'entre vous l'ont constaté, il y a eu quand même une croissance significative du nombre d'étudiants ces 15 dernières années, avec les efforts budgétaires qui ne sont peut-être pas tout à fait corrélés à cette croissance. Malheureusement, on ne peut pas faire le pari d'une baisse rapide des effectifs pour assumer cette baisse. Bon, pardon, mais je voulais mentionner ce point parce que c'est vraiment important. Sur la question des données et de l'ouverture des données,
Bon, moi, je crois qu'il faut garder nos données ouvertes parce que, sans être forcément ni sénateur ni communiste, je partage cette conviction. Je partage cette conviction, c'est-à-dire que les données doivent être ouvertes parce que c'est ça qui caractérise la science, c'est la libre circulation des idées, ça nous ramène à nos valeurs, ça nous ramène à ce qui est l'universel, à ce qui est, voilà, c'est fondamental. Ce que vous avez dit est très vrai aussi, ces données sont siphonnées et le dernier kilomètre est fait par les GAFAM. Je vais vous donner un exemple, hein, les données Copernicus du spatial, sur l'observation de la Terre, pardon, parce que je connais très bien, l'Europe est numéro 1 en termes de fournisseurs de données, c'est-à-dire qu'on fournit ces données qui sont gratuites, disponibles pour tous, etc. Elles sont aspirées et disponibles, et vous les utilisez sur Google et sur les outils GAFAM. Elles sont merveilleusement mises en œuvre par les GAFAM, utilisées. Alors, c'est mentionné, hein, c'est les données Copernicus, etc., tout ça. Mais c'est vrai qu'on n'est pas capable en Europe, c'est pas forcément de la recherche, hein, c'est les entreprises du numérique, les géants du numérique qui ne sont pas là, qui ne sont pas capables de faire le dernier kilomètre en exploitant ces données disponibles pour en faire des applications, des services du numérique. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il faut arrêter de produire les données ? Je ne crois pas. Mais c'est vrai que ça nous interroge sur cette étape, ce numérique qu'on a raté en Europe au cours des 30 dernières années. Enfin, sur la place des femmes dans l'enseignement supérieur, oui, bien sûr, c'est un phénomène qui, enfin, évidemment, avant, c'est là qu'il faut faire l'effort, probablement dès la matérielle, dès les premières sections, c'est fondamental. Je voudrais quand même mentionner que même dans le supérieur, on ne peut pas simplement s'exonérer d'une réflexion. Pourquoi ? Parce que vous regardez dans toutes les disciplines, la place des femmes au fur et à mesure de leur carrière ne fait que réduire. Ce qui veut dire que quand vous avez... il y a une attrition au fur et à mesure de la prise de responsabilité. Et ça ne relève que de l'enseignement supérieur. Et ça montre bien qu'on a aussi un problème dans l'enseignement supérieur. On a aussi un problème qui est là. Voilà. Et puis, je pense que moi, j'ai été très frappé par une réflexion d'un certain nombre de collègues il n'y a pas longtemps qui me parlait de la place des écoles normales et du fait que le jour où l'école normale réservée aux femmes a disparu, eh bien, brutalement, la proportion de mathématiciennes normaliennes a dramatiquement chuté. Et cette question-là, je pense, pose la question, éventuellement, la question de quotas, qui est une question, je la pose, je ne sais pas. Je suis moi-même, pour être tout à fait transparent, nous n'avons pas de position gouvernementale sur le sujet, mais à titre personnel, je dois vous dire que je suis ambivalent sur le sujet, mais je pense que cette question mérite d'être posée. Ça, c'est un sénateur communiste qui le dit. Ouais. Sur la clause de revoyure. Alors, sur la clause de revoyure, donc c'est évidemment une vraie question. Là, on va travailler avec les établissements d'enseignement supérieur, avec les acteurs de l'enseignement supérieur, pour essayer déjà de mettre en avant les grandes évolutions nécessaires compte tenu des bouleversements internationaux qui sont là. On va faire ça très rapidement. Est-ce que derrière, ça nécessitera de faire un changement de la loi ou pas ? Je pense que cette question se posera dans quelques mois. Au-delà de ça, évidemment, moi, je m'engage évidemment de toute façon à venir vous présenter, si vous le souhaitez, les résultats de ce travail-là, à vous, à l'OPEX, enfin à toutes les instances qui peuvent s'intéresser à ces questions-là. Bien sûr. Toute dernière question et brève de Bernard Caller. Juste d'actualité, je voudrais revenir sur les événements de Lyon 2, parce qu'une question a été posée tout à l'heure. On nous a parlé des événements qui se sont passés et que l'amphi sera encore occupé. Il y avait un peu d'ambiguïté dans la réponse de Madame Borne. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui donc Mais je ne pense pas, alors je ne crois pas que l'amphi ait été jamais occupé. Ce qui s'est passé, c'est que vous avez eu une descente d'individus, étudiants ou pas, on n'en sait rien, mais enfin d'individus qui sont venus perturber et interrompre le cours avec violence du maître de conférence en question, qui faisait un cours de géographie. Tout ça s'est déroulé très très rapidement, hein, en quelques minutes, donc il n'y a pas eu il n'y a pas eu dans ces quelques minutes la possibilité même
de faire intervenir un service d'ordre quelconque ou quoi que ce soit. Le collègue est sorti, le maître de conférence est sorti de sa salle et le cours a été interrompu. Derrière, l'université a condamné de manière claire l'intervention. Elle a déposé un article 40 auprès du procureur. Une plainte a été déposée qui est aujourd'hui, par l'enseignant et par le maître de conférence. Voilà, donc je pense que la réponse, elle a été claire. On verra s'il y a des enseignants, j'espère pas, mais des étudiants qui sont concernés par cette descente dans un amphi. Et évidemment, à côté de la plainte, il y aura, si c'est le cas, il y aura évidemment, je le souhaite, une commission disciplinaire, mais ça c'est la responsabilité de l'établissement. Mais j'ai pas beaucoup de doutes sur le fait que l'établissement le fera. Mais voilà, mais tout ça, quand je disais je suis inquiet de voir le climat aujourd'hui, et parce que tout ça, cette hystérisation du débat autour des questions, tout ça parce que derrière on nous explique que l'enseignant aurait considéré que la rupture du jeûne telle qu'elle avait, l'événement de l'interdiction d'un événement autour de la rupture du jeûne qui avait été l'interdiction qui avait été mise en place pour des motifs de trouble à l'ordre possible, de trouble à l'ordre public de l'université était légitime. Tout ça justifierait le fait que derrière il y a eu des étudiants qui viennent perturber le cours. Enfin, tout ça n'a aucun sens, pardon, mais on nage dans l'absurde, on nage dans le contraire de ce qu'est l'université, dans le contraire des libertés académiques. Je trouve ça dramatique. Merci, Monsieur le Ministre. On va vous libérer parce que je crois que vous devez aller à l'Assemblée nationale où il y a un amendement qui vise à supprimer l'HRS et nous aurons sans doute à en discuter puisque le texte nous viendra, c'est dans le cadre de la loi, proposition de loi sur la simplification. Donc nous aurons sans doute à en discuter et faire preuve, je l'espère, de plus de sagesse ici que de...